Madame, monsieur, bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec, bien sûr, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche et des friges sur la planche. Ce sont les mascottes des JO de Paris 2024 qui font débat en ce moment, tant sur leur production que sur leur apparence, et ce sera notre image de la semaine. Notre premier sujet sera dédié aux mensonges et aux dissimulations des médias sur l'arrivée de l'Ocean Viking en France. Notre revue de presse sera consacrée à divers sujets, comme les révélations ignorées sur le rôle du FBI dans l'assaut du Capitole, qui sont sorties dans le New York Times et qui ont été ignorées par la presse française, ou enfin la consternante altercation entre Louis Boyard, député La France Insoumise, et Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP, ou encore la promotion du pass carbone, notamment sur BFM TV, par des journalistes. Eh bien, ne ratez rien de l'actualité avec notre revue de presse qui, je vous l'assure, est bien fournie cette semaine. Et enfin, notre deuxième et dernier sujet, l'incroyable appel à la violence de Jean-Luc Mélenchon contre l'extrême droite qui, eh bien, laisse de marbre les médias qui ne se saisissent pas de cette affaire. On regardera ça ensuite en fin d'émission. Immédiat numéro 419, c'est parti, ça commence tout de suite. En image de la semaine, tout d'abord, les bonnets phrygiens qui serviront de mascotte aux JO de Paris. Une annonce qui a été mise en avant médiatiquement par les chaînes de télévision et déjà représente un débat. Pourquoi seuls 20% de ces mascottes, qui seront déclinées bien sûr en peluche, seront produites en France ? 80% des mascottes des JO de Paris seront effectivement produites en Chine, c'est ce que nous apprend Ouest France, entre autres. Un détail qui a bien sûr fait bondir les défenseurs du savoir-faire français et du label Made in France, c'est notamment le cas d'Yves Gégaud, le fondateur de la certification Origine France Garantie, dont je vais vous résumer le passage sur RMC. Il dit « Cette annonce a été une douche froide, je ne sais pas comment on dit Marianne en chinois. Si les JO sont partis sur l'idée de ne pas être made in France, on aura raté l'effet d'image des JO, on aura raté l'effet de retentissement du savoir-faire français. Je pense qu'il faut que le comité olympique se réveille pour faire que les Jeux soient made in France et pas made in China ». Je vais tout de suite vous montrer la réponse de Renaud Lescure, ministre de l'Industrie, qui a réagi sur RMC sur le plateau d'Apolline de Malherbe. Moi, j'ai réuni la semaine dernière à Bercy plus que 5, une vingtaine d'entreprises qui relocalisent 5 objets du quotidien, des montres, des vélos et des jouets. Et il y avait notamment Doudou et compagnie qui était là, qui nous dit... Doudou et compagnie qui est donc la PME qui a été sélectionnée, qui a obtenu cet appel d'offres et qui fabriquera les mascottes des Jeux Olympiques. Exactement, dont 20%. C'est pas assez, mais c'est quand même mieux que rien, vont être fabriqués en France. Et pour ce faire, ils vont accroître la taille de leur usine en Bretagne, ils vont recruter des salariés. Les JO, c'est dans combien de temps ? Dans 2 ans, Jean-Yves. Dans 2 ans, un peu moins de 2 ans. Et en 2 ans, on n'est pas capable de relocaliser la production qu'on peut appeler ça de sorte de poupée. C'est quand même incroyable de légèreté, la réponse de ce ministre. Indépendamment du goût esthétique, on pourrait penser que le sport suppose une certaine ligne. Là, on est quand même dans la fraise tagada, quoi. Une fraise tagada un peu difforme, qui a peut-être fondu au soleil avec les réchauffements de la température. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Laurent Alexandre, qui a poussé un véritable coup de gueule sur les ondes de RTL. Le comité olympique n'a qu'une idée, c'est de faire fabriquer la mascotte en Chine. C'est un suicide intellectuel. C'est inacceptable. Le type qui a fait ça devrait être viré sur le champ. Il était obligatoire de faire fabriquer cette mascotte sur le sol français. C'est absolument honteux. La France doit réaffirmer sa vocation à être une grande puissance industrielle, une grande puissance technologique, une grande puissance scientifique. On n'a pas besoin d'être une grande puissance scientifique pour produire des poupées en tagada, quand même, hein. Effectivement, Jean-Yves, merci. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, l'Ocean Viking, le navire qui annonce la tempête malgré les dissimulations et les mensonges des médias.
L'événement de la semaine, celui que nous ne pouvions nous abstenir de commenter, eh bien, c'est le débarquement des clandestins de l'Ocean Viking à Toulon, puis leur installation dans un camp de vacances à proximité de la ville de Hyères. Un brouillard médiatique s'est étendu sur l'affaire et bien que les articles et extraits de plateaux fusent dans tous les sens pour décrire ce phénomène, il est parfois difficile d'y voir clair dans cette histoire. On va se pencher un petit peu sur ce que la presse a écrit à ce sujet. Ocean Viking pour les réfugiés accueillis à Toulon, le difficile accès au droit. Il n'y a pas d'interprète en langue pachtoune, par exemple. Et surtout, les conditions d'accès au droit ne sont pas respectées. Il n'y a pas eu de permanence d'avocats sur site et les entretiens se font avec des conditions d'interprétariat qui sont assez précaires, relève l'avocate au micro d'Europe 1. D'abord, beaucoup ne savent pas ce qu'ils font là. Un couple de Syriens qui souhaitent se rendre en Allemagne, eux, ils comptaient aller en Allemagne et là, ils ne savent pas, ils sont là et on ne leur explique rien. Ce qui est tout de suite, on va dire, contredit par France Info, Jean-Yves, puisqu'on nous explique que tous ces exilés, ces pauvres malheureux, ces damnés de la terre, eh bien, ont tous rempli le formulaire de demande d'asile, montrant bien qu'ils savent à peu près où ils sont, comment remplir des papiers et comment s'arranger pour rester ici. Vous savez combien il y a de fonctionnaires mobilisés autour de cette affaire ? J'en ai aucune idée. Entre 500 et 1000, qui à un moment ou à un autre vont s'occuper de ces dossiers. Alors ça fait à peu près entre 2 et 4 fonctionnaires par migrant débarqué. Oui, absolument. Ben, on n'a toujours pas de traducteur en langue pachtoune. Et on n'a toujours pas... je compte quand même les traducteurs en diverses langues parmi les fonctionnaires, enfin vacataires en l'occurrence, quoi. Voilà. Bon. Non mais ça c'est grave de ne pas avoir de traducteur en langue pachtoune, quoi. Oui, mais le malheur de ces migrants ne s'arrête pas là, Jean-Yves. Les humanitaires de SOS Méditerranée nous expliquent, par exemple, nous font part de leur honte et de leur colère éprouvée eh bien, par toute l'équipe du bateau envers les pays européens. Et pour cause, eh bien, ils sont inquiets quant à la suite des missions de recherche et de sauvetage en mer, puisque les États européens, eux-mêmes, laissent des personnes se noyer aux portes de l'Europe. Alors les portes de l'Europe, pour SOS Méditerranée, c'est les côtes de la Tunisie. Puisque c'est là que les migrants sont récupérés. Et alors ça, c'est un article de RTL, et donc qui reprend exclusivement, non pas le narratif, on m'a reproché cet anglicisme, mais la narration des associations immigrationnistes avec la honte, la colère, le fait qu'on laisse noyer les gens. C'est un reportage de propagande. C'est de la propagande immigrationniste, ce n'est pas de l'information. La propagande ne s'arrête pas là, puisque BFM TV, entre autres, invite par exemple la porte-parole du haut-commissaire aux réfugiés, Céline Schmitt, qui nous explique qu'il fuit la guerre et la violence. Tout ça est un poncif très classique que l'on entend à chaque fois. On nous parle également de beaucoup de mineurs isolés. Enfin voilà, ce qui est feuilletonisé par la presse, ce sont les origines, les malheurs et le sort des clandestins de l'Ocean Viking. Dernier petit exemple pour vous, le choix d'invité de France Info qui nous dit, alors Jean Viard, qui nous dit, si vous le connaissez pas, c'est pas grave, puisque on ne le connaissait pas avant. L'Europe a besoin des élites du monde, de cerveaux rares, en parlant de ces clandestins de l'Ocean Viking. Oui, il y a sûrement Mozart dans le... Il y avait sûrement Mozart dans l'océan Viking, un petit Mozart dans l'océan Viking. Un petit Mozart mineur isolé de 35 ans, voilà, qui nous vient tout droit de Guinée. Alors ça, c'est très astucieux, la formule de France Info, parce qu'on met une citation qui correspond au message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'immigration, et on fait citer un expert qui est un sociologue... inconnu ou peu connu, mais qui est présenté gauchiste, évidemment, donc invité sur France Info. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette affaire, Jean-Yves, c'est les vidéos qui a consacré Stéphane Ravier, puisqu'il a eu l'occasion, en qualité de sénateur, de se rendre sur les lieux et de voir comment ça se passait. On va écouter tout de suite ce qu'il a à nous dire. Je sais désormais pourquoi la préfecture du Var ne voulait pas que CNews réalise un direct dans ce centre de clando là-bas. Ils étaient en train de jouer au foot. Vous voyez, ils sont pas au bord du gouffre. Alors je ne sais pas à quel moment de la partie tout ça a été interrompu. Je ne sais pas si c'était les Érythréens qui gagnaient contre les Somaliens. La Croix-Rouge leur a proposé des chaussures à ceux qui en manquaient. Et bien ils ont dit non, on n'en veut pas celles-là parce que ça ne nous plaît pas. Non, elles sont abîmées. Enfin, c'est pas à notre convenance. Donc du coup, vous êtes allés en acheter. Je dis vous les contribuables, nous, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, ils sont allés à Intersport.
on leur a acheté des baskets toutes neuves parce que celles qu'on leur proposait, ça leur convenait pas. En plus des baskets neuves et du manque de respect vis-à-vis de la Croix-Rouge et du match de football qui peut paraître anecdotique, on va dire, Stéphane Ravier nous explique également qu'on a déplacé un camion satellite pour qu'ils puissent capter le Wi-Fi ou la 4G ou que sais-je avec leur téléphone. On voit bien que les conditions de logement précaires et la misère de ces réfugiés est loin d'être aussi drastique que présentée dans les médias. Alors ça, c'est quand même assez grave, parce que alors on leur offre la 4G, sans doute, ou la 5G, je ne sais pas, dont on les met dans un endroit, un lieu de vacances, luxueux. Évidemment, ils vont envoyer ça dans les pays d'origine, et donc ils vont susciter l'envie, les vocations. C'est fou, quoi. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu tous les mensonges des médias et toutes les occultations dans cette affaire pour que nos spectateurs et moi-même y voyons plus clair? Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a d'abord une présentation exclusivement d'un seul point de vue, le point de vue immigrationniste. Le HCR, le comité de l'ONU pour les réfugiés, SOS Méditerranée, c'est eux qui ont la parole. On prend les choses sous l'angle le bien-être des migrants et les droits des migrants. À aucun moment, on ne pose la question de l'hostilité quand même d'une partie de la population française vis-à-vis de ce type d'opération, du coût absolument faramineux que cela implique. J'ai cité les centaines de fonctionnaires mobilisés. C'est sans compter les logements, les activités, les ressources qu'on peut leur proposer. C'est à guichet ouvert, C'est à guichet ouvert. Voilà. Quoi qu'il en coûte. Et puis, il y a les choses dont on ne parle pas. C'est l'occultation, qui est l'autre volet. Focalisation sur certains aspects, occultation sur d'autres. On détourne l'attention des véritables sujets, en fait. On détourne l'attention des véritables sujets. Alors là, en l'occurrence, on ne parle pas des troubles qui ont été causés par des clandestins, non pas dans le Midi, mais dans le Nord, avec des violences qui ont eu lieu à Gravelines, près de Dunkerque, dont la presse britannique a parlé, dont la presse française n'a évidemment pas parlé. Mention spéciale au Miroir du Nord, qui est un site de réinformation locale circonscrit aux alentours du Nord-Pas-de-Calais, et qui a mentionné cette affaire et qui est le seul média français à en avoir parlé. Média alternatif. Média alternatif, effectivement, salut au Miroir du Nord. On n'a pas parlé, ou peut parler, des financements de SOS Méditerranée. Plus de 1 million de subventions publiques. Je ne parle pas là de l'État. 1 million d'euros. Je ne parle pas de l'État ou de l'Union européenne. Je parle simplement des collectivités territoriales françaises, les grandes régions françaises, comme l'Occitanie, comme les Pays de Loire, les grands départements français, comme la Loire-Atlantique, les grandes villes françaises, comme Paris, 100 000 euros. Donc là aussi, c'est le financement de l'invasion par les contribuables, mais ça n'est pas dit. On a quand même des champions. En Bretagne, la région, 75 000 euros. Ille-et-Vilaine, le département, 50 000 euros. La ville de Paris, 100 000 euros. Le département de la Haute-Garonne, 100 000 euros. L'Hérault et les Pyrénées-Orientales, 20 000 et 25 000 euros chacune, en plus de l'allocation de la région Occitanie de 75 000 euros. Et on a les champions. C'est Loire-Atlantique et la ville de Nantes. Loire-Atlantique, c'est 200 000 euros. Alors là, on tient le pompon. Et la ville de Nantes, 15 000 euros aussi. Et alors, on sait aussi, on a vu qu'il y avait une affaire avec les maraîchers de Loire-Atlantique qui sont friands de travailleurs clandestins. Et donc, il y a une espèce de connexion, en quelque sorte, entre un certain nombre d'entreprises et la classe politique locale qui finance la venue de clandestins qui sont payés très peu cher, évidemment, puisqu'ils sont clandestins, donc c'est une manœuvre docile, et qui en même temps, pour ceux qui ne travaillent pas ou pour les autres, crée quand même beaucoup d'insécurité à Nantes et dans toutes les villes de Loire-Atlantique. Donc là, on a un combo entre des intérêts économiques sordides, un délire idéologique
et une dégradation des conditions de vie à Nantes et dans les environs. Eh bien, je trouve que c'est plutôt bien résumé, Jean-Yves. Merci. Peut-être faut-il parler aussi du scandale Collomb. Ah oui, très justement. Scandale Collomb. Je vais revenir là-dessus une petite seconde et vous lire un extrait de l'entretien qu'il a accordé au Point et dans lequel il a fait ses révélations justement. Il nous expliquait « Je me rends à Marseille pour commémorer la mort des 2 jeunes filles, Laura et Morane, qui ont été assassinées près de la gare Saint-Charles, Marseille, en 2018. » Et il se dit... Je ne veux plus que cela se reproduise et si je laisse se réaliser l'installation de ce centre de contrôle, je me sentirai plus tard responsable des actes qui pourraient entraîner la mort de personnes. Je décide de démissionner. On voit dans les révélations de ce ministre, de cet ancien ministre et ancien maire de Lyon, qu'il fait directement le lien entre les meurtres de Français et son activité de ministre et la politique migratoire de Macron. Plus encore... Je le cite, « Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nui à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue. C'est pourquoi je me suis tu. » On comprend, en résumant très simplement, la vie des Français vaut moins qu'un deuxième quinquennat Macron. Voilà, exactement. Si on résume très grossièrement. Pour être tout à fait complet dans cette affaire, donc le meurtre de ces deux jeunes filles... Laura et Morane. Le préfet de Lyon, d'où venait le clandestin, a été révoqué parce qu'il n'avait pas signé d'ordre de quitter le territoire français à ce clandestin. Et le rapport administratif consacré à cette affaire raconte que le préfet a eu tort de ne pas signer l'OQTF. Il ne l'a pas fait parce que tout simplement le samedi après-midi, il n'y avait personne en préfecture pour le faire. Mais que s'il avait signé l'OQTF, de toute façon, ça n'aurait rien changé puisque le clandestin serait resté. Ah oui. Et donc on voit on ne les exécute pas. On sait, et ça remonte à 2018. Donc on sait depuis 2018 que tout ça n'est qu'un gigantesque rideau de fumée. Moi, ce que je vous propose pour conclure, Jean-Yves, c'est de regarder cet extrait de Charlotte Dornelas sur CNews, qui est excellente comme d'habitude et qui nous parle de la dureté inouïe du gouvernement français à l'égard de l'Italie, en comparaison avec ces pays d'origine de migrants avec lesquels la France est beaucoup plus ouatée et pleine de tact, on va dire. On regarde. Et là, elle fait ce bras de fer-là précisément parce que c'est un bateau non pas récupéré par Frontex ou par les gardes-côtes, mais par des ONG. Or, ce bras de fer dure depuis des années et des années. Je vois dans les propos du gouvernement, de celui-là et d'autres d'ailleurs, une espèce de détermination dans les mots complètement dingue quand il s'agit de parler de la Grande-Bretagne de Boris Johnson à l'époque ou de l'Italie de Giorgia Meloni. Ils utilisent des mots que jamais ils n'ont utilisé le 8e envers les pays d'origine qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Alors, elle a tout à fait raison de souligner l'importance du précédent, parce que c'est le premier bateau, on en parle un peu, le deuxième bateau, on en parlera moins, le troisième bateau, on en parlera encore moins, et on va devenir le lieu de débarquement de clandestins de plus en plus nombreux. Alors, il y a aussi cette chose qui est tout à fait, qu'elle a raison de souligner, Charles Dornelas, c'est le fait que les pays européens se chicanent entre eux, au lieu de se mettre d'accord pour protéger ensemble leurs frontières extérieures, ils se chicanent entre eux. Alors la France se chicane avec les Italiens, la France se chicane avec les Anglais. Tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les gens restent dans le pays d'où ils viennent, au lieu d'arriver et d'envahir l'Europe. Il faut appeler les choses par leur nom. Merci Jean-Yves, je pense que c'est beaucoup plus clair. Désormais, on passe tout de suite à notre revue de presse. Restez avec nous, il y a du lourd cette semaine. Pour débuter cette revue de presse, un moment très tendu sur le plateau de TPMP entre le présentateur Cyril Hanouna et le député LFI Louis Boyard. Puisque le groupe Canal est très regardant sur l'utilisation de ces images, eh bien, je vous propose cette petite transformation de vidéo en un doublage qui vous est proposé par votre serviteur. Dans une tentative réussie de provocation, Louis Boyard évoque un procès impliquant Bolloré en Afrique. Cyril Hanouna réagit violemment en rappelant au député « Tu sais que t'es chez Bolloré ici ? On mord pas la main qui nous nourrit. » Après un échange acerbe, les insultes fusent de la bouche d'Hanouna. « Tocard, bouffon, je m'en bats les couilles que tu sois élu. T'es un abruti. » Après ces insultes, Boyard décide de quitter le plateau.
Les journalistes, bien sûr, sont tombés sur Cyril Hanouna, en l'occurrence. Niels Wilk, dont on a parlé plusieurs fois dans Immédiat, nous dit par exemple « La violence verbale déployée par Hanouna contre Louis Boyard est punissable devant la loi, aggravée par la qualité d'élu du député La France Insoumise. Depuis 2018, les députés sont la cible de menaces sans équivalent dans l'histoire de la Ve République. Le député aurait tout intérêt à déposer plainte contre Hanouna et aussi saisir l'Arcom. Ils sont même allés plus loin que ça, Jean-Yves. Louis Boyard a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les ingérences de Bolloré dans les médias et donc de TPMP, quelque chose qu'on a déjà constaté par exemple il y a 6 ou 7 mois, au mois de janvier, février, mars, lors des auditions sénatoriales sur la concentration des médias, où ils avaient interrogé tous les grands manias, les Patrick Drahi, les Xavier Niel, les Bernard Arnault, les Vincent Bolloré bien sûr. Et LFI a bien sûr saisi l'Arcom en réponse à cette altercation où, il faut le dire, un député a été insulté. Voilà, alors, c'est une séquence doublement révélatrice. D'abord, la première, c'est effectivement, ça montre tout de même l'évolution du rapport entre les médias et les élus, qui ont quand même une légitimité démocratique, enfin, du moins, c'est la théorie. Et là, on voit très bien que le média maltraite l'élu. Alors, ça nous amuse un peu parce qu'on n'a pas une sympathie excessive pour monsieur Louis Boyard. Mais quand même, sur le plan des principes, c'est vrai que c'est assez choquant. C'est assez marrant aussi de voir Boyard, ce révolutionnaire de salon, se draper dans sa dignité d'élu républicain. Bon, enfin bref. Bon, et ça, être ramené un petit peu, petit aparté, mais être ramené un petit peu à la fange d'où il vient, c'est-à-dire le monde un petit peu people, un petit peu buzz sur les réseaux sociaux, par Hanouna en fait. Oui, il est ramené. Il se retrouve traîné dans la boue, mais c'est de là qu'il vient finalement. C'est de là qu'il vient puisqu'il a commencé sa carrière précisément chez Hanouna. Alors il y a une autre chose que dit Hanouna qui est très intéressante parce que il dit finalement la vraie vérité, si je puis dire, sur les médias. Et il dit on ne mord pas la main qui vous nourrit. Et il considère que la main qui le nourrit lui, comme la main qui a nourri Boyard quand il était vacataire à TPMP, c'est Bolloré, donc on ne mange pas la main qui vous nourrit, vieux principe. Mais il est évident que si Hanouna dit cela, il ne fait que révéler la règle des médias. C'est-à-dire que les gens de TF1 ne vont pas mordre la main qui les nourrit, c'est-à-dire la main de Bouygues. Les gens de BFM ne vont pas nourrir la main qui les nourrit, c'est-à-dire la main de Drahi. Les gens du Parisien ne vont pas mordre la main qui les nourrit, c'est-à-dire la main de Bernard Arnault. Je pourrais continuer l'énumération, les gens... Elle serait trop longue, on n'aurait plus le temps pour finir l'émission. Elle serait trop longue, voilà, bien, vous avez compris. Mais c'est une séquence très intéressante. Ensuite, une information capitale très importante du New York Times sur laquelle les médias français ne se ruent pas, et c'est un euphémisme, puisqu'ils n'en parlent pas du tout en fait. Le FBI, contrairement au témoignage du début de cette affaire, l'affaire de l'assaut du Capitole, souvenez-vous, le FBI aurait bien eu plusieurs agents ou informateurs parmi les rangs des supporters de Trump ayant pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021. Une nouvelle explosive aux États-Unis, mais qui n'a pas traversé l'Atlantique. Ce que ça implique, Jean-Yves, cette histoire de 8 informants parmi un groupe qui s'appelle les Proud Boys, je ne vais pas faire la généalogie, mais c'est un groupe de droite, connexe à peu près, qui supporte Trump et qui était présent à cette démonstration de force. 8 informants du FBI parmi ce groupe, ou enfin le numéro 2 de l'organisation du groupe qui a lancé cet assaut sur le Capitole était aussi un informateur du FBI. Pourquoi est-ce que c'est problématique ? Informateur ou manipulateur ? Informateur, c'est le numéro 2. Donc le numéro 2, dans une organisation, il donne des avis au numéro 1. Informateur ou instigateur ? Il donne des conseils. Il n'est pas simplement un informateur. Le type qui est le 50e ou le 60e, c'est peut-être simplement un informateur. Le type qui est numéro 2, c'est pas un informateur. C'est un informateur acteur, manipulateur. Pourquoi est-ce que c'est problématique tout ça ? Et donc, c'est parce que tout simplement, ça laisse peser le risque d'une manipulation policière. Voilà. Comme il y en a
Alors évidemment, des manipulations policières, il y en a dans les régimes dits dictatoriaux, mais il y en a aussi en Allemagne, il y en a aussi en France, il y en a aussi aux États-Unis. Voilà, et c'est ça que cela révèle. Le New York Times en parle, média dominant aux États-Unis, mais la presse française, qui s'était beaucoup intéressée, pourtant, qui en a fait des tonnes sur cet événement. Qui en célèbre chaque année l'anniversaire. Et qui en parle chaque année à l'anniversaire, absolument. On en avait parlé en janvier, justement. Exactement. De cet anniversaire commémoré. Là, ça ne les intéresse plus. Et enfin, on parlait de lui, Patrick Drahi. Eh bien, après Bolloré, qui est mis sous le feu des projecteurs médiatiques après le passage de Louis Boyard sur TPMP, c'est maintenant le tour de Patrick Drahi, qui est lui aussi mis en cause pour des faits d'autant plus graves. Vous vous doutez que l'affaire fait nettement moins de bruit, puisqu'il n'est plus vraiment question de l'affreuse extrême droite catholique, j'arrive. Le fisc suisse réclame des comptes à Patrick Drahi, nous apprend Challenge le 10 novembre. Patrick Drahi est en bisbille avec le fisc suisse. Celui-ci l'accuse d'avoir déclaré pendant des années vivre à Rolle, dans le canton du Vaud, puis Zermatt dans celui du Valais, alors qu'il était en fait dans sa luxueuse maison de colonie près de Genève. Pourquoi ? Parce que l'imposition dans le canton de Genève est bien plus élevée que dans celle du canton de Vaud et du canton de Valais, qui sont réputés notamment pour leur forfait fiscal qui est accordé aux ultra-riches, qui ne dépensent plus en fiscalité l'impôt sur le revenu, mais plutôt donc ce qu'on appelle un forfait, c'est-à-dire une partie de ce qu'ils dépensent pour leur rythme de vie, on va dire. Et donc le fisc suisse rattrape Patrick Drahi et lui dit je trouve ça un petit peu bizarre que vous habitiez à Zermatt depuis des années, alors que vous avez une immense villa à Colonie, dans le canton de Genève, donc plus imposée, dans laquelle vous semblez passer le plus clair de votre temps. On apprend également les manœuvres de Patrick Drahi pour ne pas payer d'impôts sur ses œuvres d'art au Luxembourg, où il déplace sa collection dans des sociétés offshore, etc. On n'en entend pas beaucoup parler. Je vous assure qu'on n'en entend pas parler du tout sur BFM TV. BFM TV, allons bon, on ne mord pas la main qui vous nourrit. Encore et toujours, Jean-Yves. Encore et toujours. Et tout ça, ça sort d'un média suisse, il me semble. Alors, c'est un média suisse, AD News, qui est un média d'investigation suisse, qui a peut-être quelques connexions avec le fisc de Suisse, on ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, c'est eux qui font le travail, quoi, voilà. Et qui traitent donc cette fuite de données relatives au groupe Altis que possède Patrick Drahi et qui met en cause le milliardaire sur des questions d'évasion fiscale, mais aussi sur bien d'autres choses. On va changer tout de suite de sujet. L'éco-anxiété est un mot qui touche désormais une grande partie des médias. Après le Téléthon écologique de France 2 et France Inter que nous vous avons présenté la semaine dernière, eh bien c'est au tour de BFM TV de mettre la main à la pâte. Regardons ensemble un court extrait du docu-fiction de BFM TV appelé Narbonne 2050, Ouvrons les yeux, et qui a été produit par la chaîne. On regarde. Et surtout, une mesure choc est adoptée, un permis carbone pour chaque citoyen européen. Une mesure très impopulaire au départ, mais qui aujourd'hui est adoptée par tous les Français. On va revenir avec vous sur ce permis carbone qui a joué un rôle très important pour atteindre la neutralité carbone. Derrière un vernis historique, humoristique et fictif, la chaîne BFM TV laisse transparaître un agenda plutôt politique avec un propos sérieux dans toute cette uchronie, dans toute cette anticipation, eh bien, c'est le pass carbone. Oui, alors deux choses. D'abord, cette uchronie, elle est totalement fausse. Parce que, à supposer que le réchauffement climatique continue et s'accélère, et que Narbonne soit très chaude en 2050, ce sera exactement pareil que la France prenne ou non telle ou telle mesure, pour la bonne raison, c'est que si on en croit le dogme réchauffisme, tout vient du CO2, mais que la France ne produit qu'actuellement que 1% des rejets de CO2 mondiaux. Donc si même on produisait un peu moins de rejets de CO2, ça ne changerait absolument pas la donne. La marge donc, des choses. c'est totalement, ce reportage est totalement, ce docu-fiction est totalement faux dans ses bases, et il vise simplement à faire peur, parce que la peur est un moyen de contrôler les populations, et qu'il y a l'idée qui commence à avancer
qui consiste à mettre un pass énergétique ou un pass climatique, comme il y a eu un pass sanitaire, qui permettrait de brider un peu plus l'opinion. Et là, de ce point de vue-là, BFM TV est à la pointe de cette propagande. Il pourrait d'ailleurs s'interroger sur M. Drahi, parce que si M. Drahi séjourne à Zermatt, j'imagine qu'il prend un jet privé depuis Zermatt pour rejoindre ses activités. C'est sans doute pas bon pour la planète. Également. Le permis carbone ou la dernière usine à gaz liberticide de nos politiques. Figaro Vox, c'est à peu près le seul média qui en a mentionné un petit peu l'existence de ce docu-fiction, mis à part BFM TV eux-mêmes. Ce n'est pas la seule production qui va dans ce sens. Là, on parle plus de passe carbone, mais on parle également, sur des médias de service public comme France 5, d'euthanasie ou encore, bien sûr, d'eugénisme. On regarde ça tout de suite sur France 5. Eh ben, j'ai décidé de jamais avoir d'enfant parce que je suis très inquiet de l'avenir. Je suis aussi inquiet de l'impact environnemental d'une procréation qui reste difficile à mesurer mais qui existera quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il faut ne pas naître ou est-ce qu'il faut mourir à temps ? Mourir plus jeune. Personnes qui ont beaucoup travaillé sur le bilan carbone des personnes âgées, une certaine tranche d'âge, il se trouve que les personnes âgées, au-delà de 60 ans, en Europe principalement, ont 30% représentent un bilan carbone assez important. Deux émissions différentes, donc on a C'est politique et C'est ce soir, il me semble, avec des invités très marqués. D'un côté, on a cette rhétorique un petit peu, peut-être pas eugéniste, mais du moins, il faut arrêter de procréer parce que c'est mauvais pour la planète. En fin d'émission, on nous dit bien sûr, c'est merveilleux que les migrants arrivent. Hein. La contradiction n'est pas soulignée sur le plateau. Et enfin, on a le volet complètement, un petit peu attalien, j'ai envie de dire, digne de Jacques Attali. C'est-à-dire, à 60 ans, on a fini de produire, on arrive à l'âge de la retraite, ça coûte trop cher. On débarrasse. Alors, c'est assez drôle de voir la tête de Lebras, éminent immigrationniste, donc qui a une responsabilité absolument majeure dans la situation actuelle, mais qui rit jaune quand même, qui rit jaune, c'est assez drôle. Bon, puis après, il baisse la tête un petit peu, il se dit mince, c'est bientôt mon tour. C'est ça. Pour en finir avec ce sujet, je vais simplement vous montrer un extrait de François Gervais, qui est un physicien, il me semble, éminent, et qui s'est exprimé sur Sud Radio sur ce business de l'alarmisme quant aux émissions de carbone. La fixette, comme vous dites, sur le CO2, c'est un énorme business. Il n'y a aucune urgence climatique, et ça, c'est ce qui a été écrit au secrétaire général des Nations Unies. Nous sommes 900 scientifiques à avoir signé une déclaration « Il n'y a pas d'urgence climatique » qui a été envoyée au secrétaire général des Nations Unies. Évidemment, la presse mainstream n'en a pas parlé, et qui a été envoyée à la présidente de l'Union européenne. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre en matière de réchauffement climatique d'origine anthropique, qui est la thèse officielle, c'est que ça fait consensus dans les médias. Ça ne fait absolument pas consensus chez les scientifiques. Ça fait consensus chez les scientifiques invités dans les médias dominants, mais pas du tout chez les scientifiques. Gervais cite 900 scientifiques de réputation internationale qui ont dit qu'il n'y avait pas à avoir d'alarmisme climatique. Gervais, il a été lui-même dans le GIEC à l'origine. Litzen, qui est un des principaux climatologues, est devenu maintenant très critique sur l'alarmisme du GIEC. Donc il n'y a absolument pas de consensus scientifique sur l'origine anthropique du réchauffement. Et quand les médias parlent de consensus, ils mentent. En tout cas, toujours se méfier quand vous entendez les scientifiques. La science. Non. Parce il n'y a pas la science, il y a des opinions différentes qui se confrontent les unes aux autres pour approcher la vérité. Et à partir du moment où on vous dit qu'il y a une vérité absolue, ce n'est pas une vérité scientifique, à ce moment-là, c'est une vérité religieuse. Merci Jean-Yves. Afin de terminer cette revue de presse très rapidement, puisque le temps file, penchons-nous sur la fameuse explosion de missiles en Pologne pendant plusieurs heures, parce que vous avez certainement tous entendu parler de ça. Un missile a fait plus de 2 victimes dans un village polonais.
On se demandait de qui il venait et les médias ont bien sûr attribué la faute immédiatement à la Russie dans les premières heures. Information relative à 2 missiles russes possiblement tombés en Pologne. On relaye la version de Zelensky qui nous dit qu'il s'agit d'un message de la Russie adressé au G20, il provoque une escalade du conflit. Ce qu'on retient de cette affaire, c'est que finalement, ce missile, c'est un missile anti-aérien ukrainien qui est tombé en Pologne, et ça c'est avoué par Joe Biden, les diplomates américains et européens, etc. Tout ça dans une confusion médiatique, on nous dit que c'est la Russie, puis sans s'excuser, 3 heures après, on nous dit non, en fait c'est ukrainien. Les gens comprennent pas trop, c'est très flou ce traitement médiatique. Alors c'est très flou, mais si vous voulez, on est à un incident de la guerre mondiale, quoi. Parce que il y a une espèce d'emballement, heureusement assez vite retenu par les responsables politiques malgré tout, mais il y avait un emballement médiatique et on peut déclencher une guerre mondiale sur un incident. C'est pour ça que ce qui se passe entre l'OTAN et l'Ukraine est extrêmement dangereux. En l'occurrence, il faut reconnaître que les Polonais, qui sont plutôt assez va-t-en-guerre d'habitude, ont là ramené rapidement, ont contribué à ramener les choses à la raison. Voilà. Eux qui sont très russophobes. Oui, ils sont très russophobes, ça peut s'expliquer pour les par raisons leur politiques, histoire, historiques, bien sûr, ça peut s'expliquer par leur histoire. Là, ils ont fait preuve le gouvernement polonais a fait preuve d'une certaine responsabilité. Bravo au gouvernement polonais, pas trop bravo aux médias français finalement. Non, ouais. Je vous propose tout de suite de conclure cette revue de presse très rapidement et de passer à notre deuxième sujet de la semaine. Mélenchon appelle à la violence en toute impunité, particulièrement médiatique. On regarde ça tout de suite. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting à Clermont-Ferrand le 14 novembre contre la vie chère. Alors que la plupart du meeting traitait donc de politique gouvernementale, de la hausse des prix, des crises en cours, etc., une de ces formules est restée complètement inaperçue par la presse, bien qu'elle soit complètement sidérante également. Je vous la passe tout de suite et vous me direz dans les commentaires, bien sûr, ce que vous pensez de ce genre d'appel à la violence. On m'a dit ce qui s'est passé ici avant que j'arrive ce soir. Les collages et tout ça. De l'extrême droite. Les tags sur les murs. Vous autres, là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Parce qu'ils prétendaient contrôler les gens qui passaient dans la rue. Vous auriez imaginé, vous, des milices en train de se balader dans Lyon, en foutant la trouille à tout le monde, en tabassant des gens ? On laisse un temps de pause, on dramatise un petit peu la formule, on ironise, et puis on dit des moyens impactants. Impactant. Voilà. Donc, il appelle à la violence de rue. L'impact, quoi. L'impact. Donc, le message est important parce que il nous mentionne, pour justifier cet appel à l'impact et à la violence, les collages et les tractages de l'extrême droite. Donc, on colle une affiche, demain, en toute impunité, on peut se faire casser la gueule par un militant LFI, et c'est encouragé par le chef du parti, quoi. C'est ça qui se trame dans ce meeting, et les médias n'en parlent absolument pas. Ils traitent le meeting comme tous les autres. Les propositions de Jean-Luc Mélenchon pour traiter l'inflation. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de sa phrase, il nous parle de milices d'extrême droite qui se baladent à Lyon en tabassant des gens en toute impunité. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais présent à cet événement dont il parle, c'est-à-dire Justice pour Lola, l'immigration tue, plus de 200 membres de l'ultra-droite dans les rues de Lyon. Vous avez couvert l'événement ? Bien sûr, c'était pour couvrir l'événement et faire mon travail de journaliste / présentateur d'émission, et absolument pas par affinité politique, absolument pas. Enfin bref, j'étais à cet événement et je peux vous attester, comme c'est d'ailleurs ça a été fait par les médias lyonnais, qu'aucun débordement particulier n'a été signalé malgré cette formule assez sidérante de Jean-Luc Mélenchon qui nous dit que on a tabassé des passants sans aucune raison, on a foutu la trouille à tout le monde. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette affaire, Jean-Yves, c'est que cette formule lui a certainement été soufflée directement par Raphaël Arnaud. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, précisez-moi. Raphaël Arnaud, c'est le leader, ou du moins c'était le leader de la Jeune Garde, de la section de Lyon d'abord à ses débuts, puis ensuite de la Jeune Garde en tant que mouvement national, il en était même le porte-parole. Raphaël Arnaud, donc,
nous disait sur Twitter, le soir de cette manifestation, nous parlait de milices fascistes qui sortent des couteaux, par exemple. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon a présenté cette phrase dans son meeting, il l'a cité et il a dit, bah voilà, inscrivez-vous à la Jeune Garde, on vous attend. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les deux hommes ensemble la veille du meeting, le 13 novembre, lors de la commémoration d'hommage au 13 novembre 2015, donc l'attentat du Bataclan, par le groupe parlementaire de LFI. En effet, Raphaël Arnault était donc un candidat dans la 2e circonscription du Rhône pour la France Insoumise, avec bien sûr l'aval des médias. C'est le cas de Mediapart qui nous parlait de l'ultime métamorphose d'un antifascisme nouvelle génération. Raphaël Arnault a son entrée sur les plateaux qu'il souhaite, du moins à Lyon. Lyon Capital Live l'a invité pour un 6 minutes chrono. BFM Lyon l'a invité également pour parler de sa candidature. Ou encore, Touche pas à mon poste l'a invité pour lui parler de son combat antifasciste. Derrière tout ça, ce vernis antifasciste métamorphose électorale, nous parle Mediapart, eh bien, derrière ce vernis, il y a un passif de violence. Oui. Et une organisation en fait ultra-violente, comme on parle des milices d'extrême droite. Je crois d'ailleurs qu'on ne devrait pas parler d'antifa, on devrait parler de milices violentes d'extrême gauche. Ce chef de milice violente d'extrême gauche, il a pignon sur rue, il est invité dans tous les médias et il fait l'accolade avec Mélenchon, un peu comme si, je dirais symétriquement, le chef des Braves, qui était une organisation radicale de l'autre bord, s'était affiché avec Marine Le Pen. Ça aurait fait un scandale médiatique incroyable. Incroyable. Bah là, pas du tout. Mélenchon, il est bras dessus, bras dessous avec cette milice violence qui s'en est pris à des journalistes, qui s'en est pris notamment au directeur de la rédaction de Livre Noir, qui, dans un reportage, a été pris à partie par une dizaine de nervis. Eh bien, tout ça, ça passe crème. Bien sûr, on n'en avait pas parlé dans la presse. Les milieux médiatiques n'y voient pas d'inconvénient. Ce qu'on constate également, c'est tout ce passif autour de la Jeune Garde qui n'est pas mentionné dans la presse, un petit peu dans la presse locale et dans la presse de droite, mais pas dans la presse de grande diffusion, la presse mainstream comme on l'appelle. C'est par exemple le cas lorsque Luc B, il y a à peu près un an et demi plutôt, en février 2021, était inquiété par la justice. Alors Luc B, c'est un des leaders de la Jeune Garde à Lyon, qui a des liens, il se rend souvent au Niger, il a des liens avec Boko Haram. Boko Haram, on rappelle simplement une seconde, là, c'est un mouvement de djihad islamiste nigérian qui kidnappe des chrétiens, les massacre, kidnappe des jeunes filles pour les exciser et les violer. Enfin, c'est le pire du pire en termes de terrorisme et d'horreur. C'est l'islamo-gauchisme, là, plus Il se moquait de Samuel Paty sur son Instagram en disant, à force de critiquer, insulter la même religion, voilà le résultat. Et enfin, tous ces membres-là, Raphaël Arnault, Luc B, machin, etc., la Jeune Garde Lyon, avait été invité, par exemple, à la mairie du 1er arrondissement de Lyon, en février dernier, lors d'une conférence sur les moyens à utiliser pour combattre l'extrême droite, invité personnellement par la maire, à l'époque, du 1er arrondissement de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, qui était étiquette socialiste, communiste, LFI. Et on les accuse également de nombreuses agressions, notamment contre des mouvements féministes antifascistes, contre des militants de droite ou des sympathisants de droite qu'ils ont croisés dans la rue et tabassés. Un mot pour finir, Jean-Yves, peut-être sur... Je crois que ces milices violentes d'extrême gauche, en fait, ce sont un peu les gardes rouges du régime. Parce que... Garde rouge, il faut expliquer, je pense. Garde rouge, ce sont les gens qui ont fait la révolution en Chine à l'époque de Mao. Quand Mao a voulu reprendre le pouvoir, il a lancé les gardes rouges. C'était la révolution culturelle en Chine qui a fait là aussi des millions de morts. Ces gardes rouges, ces gardes churmes du régime, ils visent deux choses. Ils visent à empêcher toute expression critique sur l'immigration. Ils visent aussi à empêcher toute expression critique de la dictature sanitaire, puisque ces gens-là ont aussi attaqué beaucoup de manifestations anti-pass sanitaire, par exemple. Donc ils sont à la fois anti-identitaires et anti-liberté.
Voilà, donc c'est un petit peu le résumé de la ligne gouvernementale, si on veut. Ils servent indirectement la ligne gouvernementale. Des sortes de suppléants des forces de l'ordre. Suppléants des forces de l'ordre, absolument. Merci beaucoup Jean-Yves. Avez-vous un coup de chapeau cette semaine ? Oui, j'ai un coup de chapeau à un nouveau média dont on a déjà parlé, qui est le média Omerta, créé par un grand reporter de guerre, Régis Le Sommier, et qui a eu sa soirée de lancement hier à la Palmeraie, dans le 15e arrondissement. C'est intéressant parce que c'est un média qui a été censuré avant d'exister, puisqu'ils devaient d'abord tenir leur réunion au Grand Rex. La salle a été annulée, puis une réunion au théâtre du Gymnase, il y a eu des pressions terribles qui ont conduit aussi à annuler, et donc ils ont été censurés finalement, ils se sont retrouvés dans cette salle de la Palmeraie. Qui est un peu moins grande que le Grand Rex quand même. Quand même un peu moins grande, qui est assez grande quand même. Il y avait 600 personnes qui ont regardé avec beaucoup d'intérêt 3 documentaires, parce que ça va compléter la réinfosphère en produisant des enquêtes de terrain, des documentaires. Et là, en l'occurrence, il y avait un documentaire sur l'Arménie, un documentaire sur la guerre russo-ukrainienne vue côté russe, et un documentaire sur les trans. C'était tout à fait intéressant, avec un débat avec Henri Guénaud, enfin très intéressant. Eh bien, merci Jean-Yves. J'irai voir de quoi il en retourne et peut-être visionnerai-je même les 3 reportages que vous avez mentionnés. Merci, chers spectateurs, de nous suivre et de participer à la vie des commentaires, d'aimer nos vidéos et de vous abonner. Ça nous touche profondément. Et en attendant, eh bien, n'oubliez pas de faire tout ça et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.